Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour la deuxième édition de la table ronde FOP, Friend of Presta. Donc après la première table ronde, on a réexpliquer l'origine de FOP et les objectifs de notre association. Et bien aujourd'hui, on a la chance de recevoir Antoine Thomas. Donc Antoine Thomas qui est, si je ne dis pas de bêtises, open source évangéliste au sein de PrestaShop. Donc tu nous expliqueras peut-être rapidement ce que c'est avant qu'on parte réellement sur l'objectif de notre discussion aujourd'hui, puisqu'on va donc parler d'open source et de PrestaShop et de l'avenir en fait de PrestaShop par rapport à l'open source et les choix que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec, je crois, quelques annonces de création. Je crois que j'ai entendu parler notamment d'une fondation qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, pour compléter aujourd'hui la table ronde en complément de Thomas, on retrouve donc Olivier, qui est notre président. Salut Olivier. Salut. Vincent, qu'on ne présente plus, et Jean-François, qui lui aussi fait partie de nos piliers. Alors, dis-nous Antoine, qu'est-ce que c'est qu'un open source évangéliste ? Alors un open source évangéliste, ça vient en fait des termes un peu galvaudés, des grosses licornes qui ont des technical évangélistes à la base. Donc c'est des gens qui ont pour métier d'éduquer, de former, de faire des tutoriels, de faire des démos, des choses comme ça. Que ça soit dans les conférences, dans les meet-up, mais aussi plus généralement par exemple des vidéos sur YouTube, ce genre de choses-là. Et quand on a cherché un peu à définir quel était mon rôle, en fait, je fais la même chose, sauf que je suis pas technique. Et mon rôle est à la fois en interne à PrestaShop de former, d'expliquer, d'être le conseiller stratégique de la direction sur tout ce qui concerne l'open source à PrestaShop. Donc le projet, bien évidemment, mais aussi dans une moindre mesure les technologies qu'on consomme pour ça. Et puis à l'extérieur, comme je le fais aujourd'hui avec vous, de parler un petit peu de ce qu'on fait avec le projet, comment ça fonctionne à PrestaShop, comment ça fonctionne avec l'écosystème, recueillir vos retours. Et puis, vous l'avez bien vu, je suis présent sur le Slack de FOP et j'explique régulièrement des trucs sur l'usage des licences, sur comment on contribue, par où commencer, ce genre de choses-là. Donc voilà, je code pas, soyons très clairs. J'ai codé à un moment des sites web, des trucs, mais ça fait au moins 10 ans que j'en fais plus. Et voilà. Et donc mon job maintenant, c'est plutôt la gestion de projet finalement. Et puis de l'éducation, comme je vous le disais. Ok, bon, ça marche. Bon, aujourd'hui, tu es venu nous présenter un certain nombre de slides pour nous expliquer finalement où va PrestaShop. Donc écoute, je vais te laisser, on va te laisser la main, on va, je pense, gentiment suivre ta présentation. Après, malgré tout, bon, si l'un d'entre vous, messieurs, vous avez déjà des questions au fur et à mesure, je pense qu'on peut y aller en mode table ronde où on peut se permettre vous pouvez m'interrompre, il n'y a d'interrompre pas de souci. Antoine. Et puis sinon, on essaiera de débattre un peu plus en fin de présentation. Alors Antoine, je te donne la main avec ta présentation sur le projet Open Source PrestaShop. Du coup, donc je vais vous faire un truc en 4 points. Le but, c'est pas qu'on y passe l'heure, hein, c'est vraiment quelques slides pour avoir un peu de contenu visuel et puis avoir un thème de discussion, un peu de stratégie, en quoi concerne aussi le split entre le projet et puis l'entreprise. On va parler un peu d'écosystème qui s'inspire des bonnes pratiques de l'open source et puis un peu le travail en cours, en fait, comment ça s'organise. Donc, l'idée... C'est chez toi, Antoine, qu'il y a des chiens qui n'aiment pas l'open source derrière, non? Ouais, c'est le problème d'être à la campagne et dans le jardin. Effectivement, on entend un peu les animaux. Donc, des fois, on entend les oiseaux aussi. Et là, il suffit qu'il y ait une bagnole qui est passée et le chien va aboyer. Je pensais qu'ils aimaient pas l'open source, c'est pour ça. Non, ils sont plutôt contents, en fait. Et allez, encore, j'ai pas encore de voisin qui a allumé la tondeuse. Voilà, donc la stratégie en 2021, c'est de préparer, en fait, donc l'idée, on a fait un point sur quelles sont on va dire, les grandes clés de succès des entreprises qui font de l'open source, et puis donc du coup les projets à succès. Donc on aimerait tendre vers ça. Alors le but, c'est pas forcément s'inspirer strictement de la concurrence, mais on a aussi d'autres projets étalons qui sont vachement intéressants. Et l'idée, c'était de se dire, on n'est pas forcément prêt là tout de suite pour pouvoir faire cette bascule sur ce modèle avec un projet dans une fondation et tout ça. À l'inverse, on peut prendre cette année pour préparer et puis qu'on puisse le faire l'année prochaine. C'est un peu l'idée. Donc, la première étape cette année, c'est de préparer le projet open source. Il y a une partie strictement technique et puis une partie qui, du coup, est plus d'ordre juridique, gouvernance, propriété intellectuelle. Ensuite,
on incube la fondation. Alors, il y a 2 sujets là-dessus. Soit on rejoint une fondation existante, auquel cas il faudra préparer le projet, donc c'est une incubation pour rejoindre une fondation existante. Soit du coup on fait une fondation dédiée, comme font certains projets, auquel cas du coup il y aura une étape d'incubation, pareil, de la structure juridique, avec tout ce que ça implique. Et puis il y a encore ce terme évangélise, qui est de parler avec l'écosystème, voilà, de ce qu'on fait, de pourquoi, de répondre aux questions. On sait que ça peut soulever des craintes. On a vu par le passé des projets soulever des craintes du type l'entreprise abandonne, des choses comme ça. Donc, c'est pas du tout l'idée. Au contraire, c'est plutôt une forme d'investissement très lourd pour nous en temps, en énergie et en réflexion. Avec pour objectif, que vous pouvez le voir en bas, les slides sont en anglais, mais d'avoir un projet qui soit vraiment beaucoup plus autonome et plus dynamique, et puis beaucoup plus de liberté. Alors pour nous, évidemment, en tant qu'entreprise, avec ce qu'on mettra sur PrestaShop.com, parce que là, aujourd'hui, on a une version où on a tendance à se limiter un petit peu dans ce qu'on pourrait faire. On va probablement tester plus de choses, tout en fournissant du coup aussi cette même liberté à l'écosystème. Alors, juste noter pour ça, on est accompagné par 2 cabinets de conseil, en plus de mon expertise à moi, parce que tout seul, je pouvais pas tout gérer, évidemment. Et donc, on a un cabinet de conseil qui est spécialisé sur la partie propriété intellectuelle, juridique, etc. Puis un autre cabinet de conseil qui est spécialisé sur toute la partie opérationnelle, notamment avec une approche plus pas pragmatique, mais arriver à cibler un petit peu les contraintes, par exemple techniques que ça implique dans le logiciel, mais aussi sur les serveurs, ce genre de choses-là. Par exemple, il faudra bien qu'on puisse continuer à faire les mises à jour des modules natifs, et dans l'idéal, si effectivement il y a une séparation entre le projet et l'entreprise, il ne faudra plus que ça se fasse par les serveurs de l'entreprise. Alors, il y a quand même des sujets techniques lourds qui prennent un peu du temps, d'où l'idée de se prendre une année pour le faire bien. Donc, l'origine de cette idée de mieux séparer, de clarifier en fait l'entreprise et le projet, elle vient qu'il y a toujours eu en fait finalement une distribution assez commerciale sur PrestaShop.com, avec une remarque pragmatique. On fait quand même beaucoup d'interviews depuis 2-3 ans avec plein d'acteurs de l'écosystème, qui est que beaucoup de gens téléchargent sur PrestaShop.com ou build directement les sources depuis GitHub, et puis dépouillent en fait finalement les projets, les fonctionnalités ou les modules qui sont pas utiles, pour les remplacer par des choses qui appartiennent à l'agence ou au marchand, par exemple. On a aussi des impacts forcément sur la performance et la sécurité. Tu vois, le fait d'enlever par exemple la marketplace add-ons en production, c'est assez courant sur les grosses boutiques. Ça évite qu'un employé se dise ah tiens, je vais faire la mise à jour, qui peut tout cracher en ligne. Et puis les process de développement sont différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une longue traîne de petits marchands qui font les mises à jour avec le one-click upgrade, mais on est souvent sur des cycles de développement avec du coup des miroirs Git, avec de l'intégration continue, des choses comme ça. Donc il fallait pouvoir fournir quelque chose qui soit plus réaliste par rapport à cet usage qui grandit en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de petits marchands. Aujourd'hui, on a plus de demandes d'agences sérieuses qui gèrent des projets plus gros, ou de gros marchands qui du coup ont des cycles de développement qui sont différents et avec une rigueur aussi et des attentes qui sont différentes. Donc il fallait pouvoir répondre à ça, et c'est aussi un des objectifs de répondre à cette problématique-là en créant une version qui du coup soit coupée, on va dire sans en tout cas les liens commerciaux. L'idée, c'est que du coup, l'entreprise et le projet, cette clarification nous permettent de continuer une transformation de notre business model vers plus de rentabilité, ce qui va nous permettre évidemment de créer de la pérennité autour du projet et de l'entreprise. Faut rappeler que PrestaShop reste et restera a priori le plus gros contributeur au projet, mais pas que en code. C'est-à-dire on est aussi le plus gros promoteur du projet, avec un budget de communication, marketing et événementiel qui est monstrueux. Et donc ça c'est pareil, c'est pas des investissements qu'on va diminuer. Donc l'idée c'est de s'inspirer de grands, je ne vais pas citer de marques particulières, mais de grandes entreprises qui gèrent en fait des produits commerciaux qui sont basés sur des technologies open source. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de fournir du coup à l'écosystème. Donc avec cette fameuse satisfaction client, en proposant une plateforme de développement facile à améliorer et à adapter aux besoins des marchands. Et puis après on essaie de travailler notre marque. Alors on parle d'employé, de marque employée, mais marque employeur, mais c'est plus l'idée, la marque PrestaShop en tant que quelque chose de classe, avoir une culture. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas forcément fait preuve de grande communication sur la culture de l'open source en interne ou dans l'open source, dans l'écosystème. C'est mon job évidemment de le faire, mais je suis une personne face aux presque 200 maintenant qu'on est à Presta. Et
Et l'idée, c'est aussi qu'on montre voilà, qu'on est un bon citoyen dans l'open source, qu'on contribue au projet qu'on utilise, qu'on accueille les contributions extérieures au projet qu'on gère, etc., etc. Et donc, voilà, bien clarifier que, bah oui, on est une entreprise qui fait de l'open source et qu'on n'est pas en train de bricoler ou de faire de l'open core ou des choses comme ça. Ensuite, bah, du coup, si vous regardez l'écosystème aujourd'hui, bah, en fait, PrestaShop a quand même une mainmise un peu privilégiée sur le projet open source. Donc ça, c'est l'état des lieux. On va dire, j'ai mis 2021, mais c'est comme ça depuis tout le temps. Et l'écosystème idéal qu'on essaie de construire, donc l'objectif de pouvoir le mettre en place en 2022, c'est que PrestaShop soit au même niveau que les autres acteurs qui contribuent au projet. Si on contribue beaucoup plus que les autres, parce qu'on est beaucoup plus gros, tant mieux. Ça n'a pas de raison, pas de vocation d'arrêter de contribuer au projet. Bien au contraire, on a tout intérêt pour développer notre business à continuer d'investir lourdement dedans. On va continuer à investir dans des services, des produits, des fonctionnalités pour les marchands de nos marchés principaux. Voilà. Et puis, bah, du coup, ça va aussi permettre de créer plus d'égalité sur la gouvernance du projet avec les grandes agences, les grands marchands, enfin les gens en fait qui du coup veulent s'investir. Donc, si on rejoint une fondation existante, bah, on sera obligé d'utiliser les modèles de gouvernance qu'elle fournit. Si on crée une fondation dédiée, on aura plus de liberté. Mais l'idée, c'est bien d'avoir des systèmes de représentation pour les mainteneurs, pour différents types de membres, agences, marchands, à définir du coup. Et puis éventuellement des partenaires stratégiques. Donc forcément, un PrestaShop SA sera forcément un PrestaShop stratégique, un membre stratégique du projet open source PrestaShop. L'idée, c'est de laisser cette opportunité peut-être à des grands utilisateurs du projet de l'être aussi et d'avoir du coup un impact par les décisions du conseil d'administration sur l'avenir du projet à moyen terme. Écoute, ça va pas être la semaine prochaine, mais l'idée, c'est d'ouvrir tout ça. Et puis ça, du coup, c'est un état des lieux. Alors, j'ai commencé ce dashboard en 2018. C'est un outil que j'ai créé, que j'ai présenté plusieurs fois dans des confs et qui est assez apprécié. Je sais qu'il est utilisé maintenant par certaines universités pour faire un bilan des projets. Alors, software en général, mais il peut servir à plein d'autres choses et il est bien adapté à l'open source en particulier. Se base sur des travaux que Stéphane Ouali, qui est un grand ponte de l'open source que j'aime beaucoup, avait fait. Puis j'ai eu la chance même de pouvoir profiter de ses explications et de discuter de ce dashboard pour avoir des améliorations et des clarifications sur le vocabulaire notamment. Et l'idée, c'est qu'il y a en 2018, quand je suis arrivé, c'était pratiquement tout orange, où il y avait beaucoup plus de rouge que maintenant. Quand on a fait tout ce qui était facile, en gros, on a identifié des priorités sur lesquelles on travaille, donc, notamment la gouvernance, c'est le sujet de sortir le projet. Tout ce qui est build, test automatisé, voilà, on partait avec pas mal de retard. On commence à être presque vert, là, du coup c'est vachement chouette. Normalement d'ici la fin de l'année, le travail en cours va être vraiment bien. Et puis après, tout le travail de propriété intellectuelle, notamment les licences et les dépendances, j'ai beaucoup avancé dessus. J'ai pas encore pu publier, parce que n'étant pas juriste moi-même, il faut que je travaille avec des gens qui peuvent apporter leur crédibilité, leur diplôme à mon travail. Voilà. Et puis, sur la roadmap d'Élève PrestaShop, donc je pense que maintenant, il n'y a pas trop de surprises. On a mis le tag à jour sur GitHub, tout ça. Donc, on va virer le 1 historique de 1.7, 1.6, machin. On va respecter SEMVR pleinement, avec du coup majeur, mineur, patch. Pourquoi ça sera une version 8.00? C'est pas une transformation radicale, c'est pas la volonté, on n'a pas envie de refaire les erreurs du passé. Mais c'est parce que du coup, passer sur Symfony 4 et PHP 8 en fait implique de traiter des déprecations, des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça qui amènent, si on respecte strictement SEMVR, à péter quelques trucs. Donc on sort de la mineure dans laquelle on rajoute des choses et du coup forcément, il y aura des choses. L'objectif, c'est que ça soit pas une grosse rupture technologique et que passer de la 1.7.8 à la 8.0.0 soit aussi simple ou en tout cas similaire, comparable à passer de la 1.7.7 à la 1.7.8, quoi. Ça va pas être une galère. Et d'autre part, on a un travail. Rappelle-moi, juste Antoine, je te coupe Ouais. 2 petites secondes. Est-ce que tu peux nous rappeler en termes de timing, pour quand elle est prévue, là, la version 8 du coup? Alors, on va tâcher de la sortir en début d'année 2022. C'est l'objectif. Sachant que donc du coup elle a aussi un impact, et c'est un des points pour lesquels ça sera aussi une version majeure, c'est que ça sera la première version qui sera... Alors nos versions étaient toujours complètement open source, mais dépendantes quand même de pas mal d'artefacts, notamment liés à prestashop.com. Et là normalement ça devrait être la première version
où quand on l'installe, il n'y aura pas de lien direct avec l'entreprise. Ça sera par contre évidemment possible de les rajouter. Donc il va y avoir un module pour remettre le catalogue de modules d'add-ons, des choses comme ça. Mais voilà, l'idée c'est, comme je vous disais, de répondre à ce besoin des gens qui sont tech, d'avoir une version qui soit plus brute de décoffrage. Et sur laquelle du coup, si vous reprenez le schéma que j'ai montré, on prend le projet open source et puis du coup avec on s'en sert pour créer des produits et des services. C'est ça l'idée. Donc ça nécessite une version un peu plus neutre et détachée. Voilà, donc après, que dire d'autre? Les deux grosses priorités, en fait, c'est la sécurité et puis l'attractivité via des mises à jour au niveau nécessaire. Il y a des technologies qui du coup sont dépréciées, donc qui n'auront plus de mise à jour de sécurité. Et donc on va être obligé d'utiliser les versions à jour. Donc ce travail est de toute façon obligatoire. Et puis, voilà, ça sera l'occasion d'avoir une version de Symfony plus récente. Peut-être que du coup on engagera direct derrière quand Symfony 5.4 sera sorti, que sera la prochaine LTS. On pourra commencer à travailler dessus aussi, même si elle s'avère beaucoup plus sévère probablement en termes de changement, ça pourra amener des choses vraiment intéressantes que vous demandez régulièrement d'ailleurs. Et après, pourquoi est-ce qu'on peut pas traiter finalement certains sujets de fond qu'on attend depuis super longtemps? C'est juste qu'en fait, on a une équipe dont les moyens sont limités. On reste une entreprise qui aujourd'hui tend vers 200 personnes, ce qui est grand, mais qui n'est pas non plus fantastiquement grand. On n'est pas une multinationale avec 10 000 personnes, donc on peut pas mettre 100 développeurs à temps plein. Et avec nos moyens, on est obligé de faire des choix, on fait du product management, on identifie des priorités. Et pour nous, si la priorité maintenant, c'est de fournir une plateforme de développement stable et sécurisée, ça passe forcément par être à jour sur tout ce qui est techno de base. Après, sur le reste, les contributions sont évidemment les bienvenues. On sera ravis de filer un coup de main sur la review, sur les specs, sur tout un tas de trucs si des gens veulent apporter des choses. Et puis après, évidemment, dans la priorité, on a d'autres sujets qu'on traitera sur les versions complémentaires. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vais stopper ma presse et puis on peut discuter si vous voulez plus tranquillement. J'ai une petite question sur la version 8. Ouais. Tu as dit que la mise à jour elle est facile, mais il y a des BC breaks qui vont être un petit peu galères à gérer. Avec mais on les attributs, des trucs comme ça. Donc, on n'est pas sur un changement de technologie comme un Drupal 7 à 8 ou un Magento 1 à 2 ou un PrestaShop 1.6 1.7, tu vois. On est dans la continuité du travail de la 1.7. On n'est pas dans une rupture en fait réelle de version avec un modèle de données qui sera différent, etc., etc. Là, l'idée c'est, je dis pas qu'on va passer sous une forme de rolling release, mais on va l'appeler 8 parce que du coup ça nous paraît pertinent pour le moment. On pourrait l'appeler 2021, on pourrait l'appeler janvier 2021 aussi, tu vois. L'idée c'est d'aller plus dans un truc où on va transformer au fur et à mesure, mais plus où on va faire des ruptures fracassantes qui embêtent tout le monde, quoi. Nous, vous, etc. Donc, de la même manière que quand on fait une version mineure, il y a des changements, et du coup, ça a des impacts sur les modules, les thèmes, des trucs comme ça. La 8, en fait, aura des changements, on va dire, d'ordre comparable. Peut-être qu'effectivement, tu as raison, il y a des trucs un peu plus pointus qui nécessiteront un peu d'adaptation, mais l'idée est pas de tout péter et pas que ça soit compliqué, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Moi, j'ai une petite question pour toi avant de rentrer peut-être sur des points plus techniques. Et c'est vrai que je laisserai Vincent, Olivier et Jean-François peut-être parler plus sur la partie purement technique. Mais j'essaye de comprendre un petit peu le côté macroscopique de la chose. Et donc, dans les éléments qui ont emmené à ce changement-là, tu nous as expliqué qu'il y avait aussi des objectifs de pérenniser le chiffre d'affaires finalement de PrestaShop. Ouais. Et je comprends pas forcément ce que ça va changer en ce sens-là. En fait, parce qu'aujourd'hui, si je dis pas trop de bêtises, le chiffre d'affaires de PrestaShop, il est lié finalement essentiellement aux commissions et aux ventes de modules. Finalement, ça va pas changer grand-chose demain. Enfin, alors je méconnais peut-être très mal le modèle de PrestaShop, mais je comprends pas forcément la logique en fait. Si tu veux. Alors, l'idée donc oui, effectivement, ça va pas bouleverser notre modèle économique au sens où on va continuer à travailler avec add-ons, etc. En revanche, vous l'avez déjà vu, je pense que Vincent, je sais pas s'il a le droit d'en parler, je sais pas dans quel niveau de confidentialité c'est, mais en gros, on va travailler sur des modules vendus à l'abonnement, on met en place le business card pour résoudre tous les problèmes de support un peu complexes à gérer ou d'arbitrage un peu complexe à gérer des anciens systèmes de vente 3 mois ou 1 an.
Voilà, toutes ces transformations. Du coup, est-ce que tu peux en profiter on reviendra sur ma question initiale, Ouais. mais est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse justement sur ce business care pour réexpliquer à tout le monde Ouais. Moi, je pense que nous ici, on sait à peu près ce que c'est, mais tout le monde n'a pas forcément ça en tête, parce que c'est un petit peu passé inaperçu, je pense. Alors en fait, l'idée est simple. En gros, vous allez, quand vous achetez un module, vous allez faire maintenant comme à peu près partout sur toutes les marketplaces, acheter 1 an de mise à jour et de support. Voilà, donc avec du coup des zips qui sont que vous n'avez pas trouvé sur un Warez russe qui va miner du Bitcoin sur votre serveur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, on va continuer. On met en place carrément du coup dans PrestaShop pas une structure, mais un service care. Avec qui va regrouper un peu tous ces problèmes-là que rencontrent les marchands, les agences, etc. Et ça s'inscrit, voilà, dans beaucoup d'interviews qu'on a fait l'année dernière, des ateliers aussi produits avec des gens de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis ça prend en compte, les doléances et les griefs qu'on a régulièrement sur le modèle Addons. La réponse nous semble plutôt intéressante. L'idée, c'est que la première année, on paye l'accès aux mises à jour, au support, etc. Puis l'année d'après, qu'il y a un renouvellement qui est tacite, mais qu'on peut évidemment annuler, il n'est pas obligatoire, qui permet de continuer à avoir du support pour une année complémentaire pour un peu moins cher que la première fois où on achète. Il y a aussi une refonte en cours des notions d'arbitrage. Vous avez vu qu'on a mis en place pour les commentaires une solution tierce partie. Ce genre de choses qui fait qu'on veut revenir à être le tiers de confiance avec Addons. Et puis Addons, effectivement, comme tu disais, on gagne notre vie avec les commissions qu'on prend. On a aussi des partenaires technologiques avec lesquels on travaille, pour lesquels on développe des solutions. Et donc ces modules-là aussi nous rapportent pas mal de revenus. Sachant que donc du coup on essaye avec Metrix par exemple, c'est un projet qui nous permet de tester un abonnement mensuel sur un module et un service du coup. On va travailler sur d'autres solutions, d'autres modèles que cette approche un peu vente de support à l'année pour répondre en fait à toutes les attentes et aux différents besoins. Alors, certains sujets vont être un peu plus longs que d'autres à mettre en place. Ça nécessite des transformations d'add-ons évidemment, du back-office, du moteur, de tout un tas de choses. Mais là, l'idée c'est d'aller vers toujours plus de satisfaction client à tout niveau. D'accord, parce que donc déjà on a vu aussi le lancement de PrestaShop Platform là il y a quelques mois où donc vous fournissez une plateforme d'hébergement, donc ça fait partie des services finalement qui rentrent dans cette nouvelle roadmap. Mais est-ce que à l'image finalement d'un Magento, on pourrait avoir 2 versions de PrestaShop? Alors en l'état, il va y avoir, si tu veux, une version qui est celle qui sera disponible sur GitHub, qui sera donc décorrélée de PrestaShop.com, donc ce dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, en fait, l'idée, ça s'inspire un peu du modèle de distribution de Drupal. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est, où on peut faire un assemblage en fait du corps, des modules, une préconfiguration, des choses comme ça. Quand on l'installe, c'est prêt à servir, avec déjà généralement un thème adapté, des choses comme ça. Et puis après, on peut soit se débrouiller avec, soit éventuellement prendre un contrat de support commercial avec et technique et commercial avec les gens qui ont construit la distribution en question. Dans tous les cas, comme je disais, il y aura toujours une version sur le .com qui installera en fonction des géographies, des partenariats, des choses comme ça, des modules commerciaux. Ça peut être Checkout, par exemple, notre solution de paiement, ou Metrix, ou d'autres choses. Et puis du coup, cette version qui a pas volontairement d'être basique, elle sera quand même vachement complète, la question se pose pas, mais qui sera plus à voir comme une plateforme de développement pour une cible qui est plus technique. Voilà. Le tech d'un gros marchand, les techs des agences, ce genre de choses-là. Libre à vous après, en fait, finalement, de construire la vôtre. Et puis je sais que nombreuses agences et nombreux techs, finalement, ont déjà leur version de PrestaShop. Des grands marchands aussi, via leur intégration continue, ont leur version de PrestaShop à eux, qui s'intègre dans leur système d'information, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir une version qui simplifie la vie sur ce travail-là, et puis de continuer à fournir à la longue traîne qui viendra sur PrestaShop.com une solution plus clé en main, plus adaptée à du petit commerçant qui veut se numériser, en fait, tout simplement, et qui permettra de grandir vers... nous, notre rêve, c'est que toute personne qui télécharge PrestaShop et qui commence à vendre en ligne termine par devenir un grand marchand qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Ça serait super. Voilà. Donc, on essaie de faire ça. Et là, la version disponible sur le PrestaShop.com a vision à rester une version gratuite malgré tout, ou c'est quelque chose que vous pouvez envisager? On reste quand même sur une version gratuite.
Je sais qu'il y a des arbitrages, comme du coup on fait du support sur les modules pour qu'éventuellement à terme on fasse du support, mais qui sera peut-être pas du support accessible directement aux marchands. Tu vois, il y a plusieurs pistes. On peut faire du support à destination des agences partenaires, par exemple, qui du coup vont gérer finalement la relation avec le client. Et nous, on sera plus un espèce de high level avec accès aux mainteneurs. Je sais pas exactement comment ça va s'organiser, mais on pourrait aussi avoir une version pour des gens pour qui faire appel à un prestataire, à une agence ou un freelance, c'est déjà trop cher, et peut-être avoir un espèce de tarif d'entrée où au moins tu sais que si tu as un souci, tu as un gars ou une personne en tout cas qui peut venir te filer un coup de main ou te débloquer ton erreur 500 contre un ticket. On fait déjà des tickets de support pour ces gens-là. Donc est-ce que du coup il faut qu'on ait une version avec un abonnement pour ça? Je sais pas du tout. En fait voilà, l'avantage si tu veux c'est qu'on est dans une période où on explore beaucoup de possibilités, on teste, on fait des ateliers produits, on invite des gens de tous bords, marchands, agences, freelance, etc., de différents pays à discuter. Et ben du coup il n'y a pas d'idée qui soit plus mauvaise que l'autre, mais on sort d'une idée où on avançait voilà dans une direction qui était un peu la même depuis les débuts vers quelque chose où on a envie. Tu parlais de pérenniser, rentabiliser, mais à un moment donné, il faut faire le point sur ce qu'on fait, sur les attentes en fait du marché, et puis bah du coup adapter aux attentes du marché, c'est ce qu'on essaie de faire en fait finalement. Voilà. Gardez pas à l'esprit que les hypothèses dont j'ai parlé vont tomber la semaine prochaine. C'est pas ça. Je vous dis juste que du Ouais, coup, on tout à fait. étudie un panel de choses en fait qui peuvent plaire à différentes choses. Et notre objectif, c'est pas de se mettre en conflit avec les prestataires de l'écosystème. De la même manière, tout est gagné à faire du gagnant-gagnant, quoi. Ça marche. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser un peu la parole à mes petits camarades. Moi, j'aime bien avoir vos visions, chacun. Bah, finalement, peut-être toi, Olivier, en tant que président de Friend of Presta, et comment l'association peut interagir, intervenir, participer à ce projet open source. Peut-être toi, Vincent, sur ta vision module, finalement, hein, puisque toi, tu es, entre guillemets, justement un module. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a des choses qui sont peut-être sous couvert actuellement de confidentialité, mais tu nous diras un petit peu ce que tu peux. Et puis, peut-être Jean-François, toi, avec ton côté agence, justement. Et alors après, chacun, on est tous interchangeables hein, sur ces sujets-là, mais voilà, peut-être qu'on peut essayer de s'orienter comme ça. Allez, je vous laisse la parole. Allez, Vincent, tiens, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça et ta vision aujourd'hui de ce qu'on vient de voir avec Antoine? Ouais, c'est une vision des choses qui change quand même beaucoup de choses dans l'approche. Et du coup, dans le passé, PrestaShop a fait appel à des groupes d'utilisateurs, des agences, etc., pour remonter de l'information, avoir des feedbacks sur comment faire évoluer le produit. Du coup, sur cette nouvelle façon de voir les choses, en mettant une gouvernance un peu plus horizontale, en permettant à des agences ou des éditeurs de modules d'intégrer la gouvernance, sur quel type de décision ou de choix, en fait, les membres de ce board de gouvernance vont pouvoir influer sur le produit? Quel va être les types de décisions qui peuvent être prises? Alors, je pense que pour le moment, c'est encore un peu tôt. Tu vois, comme je te disais, on est en phase de réflexion, accompagné par des cabinets de conseillers experts pour justement débroussailler tout ça. On connaît différents modèles de gouvernance à travers. Moi, typiquement, j'ai travaillé à la fondation Eclipse, qui est une des 4 ou 5 grandes fondations technologiques qui gèrent des projets open source. Je connais bien les fonctionnements des groupes de travail de la fondation Linux. Je connais un peu moins Apache et Mozilla, mais l'idée, c'est qu'en fait, si on rejoint une fondation comme ça, du coup, on utilise leur modèle de gouvernance. Ils vont nous fournir le temps et l'expertise et la formation pour pouvoir l'utiliser, du coup. Donc, ça donne des contraintes, mais ça donne un cadre qui est intéressant, où en devenant membre, en fait, pour le projet, on accepte, je te disais, un système de représentation avec différents niveaux, plus généralement des places de membres stratégiques qui permettent, du coup, d'avoir directement une place ou un vote, en tout cas. Puis après, des systèmes de représentation pour des types de membres, type marchands, agences, des mainteneurs, des contributeurs. Chez Eclipse, par exemple, il y a les mainteneurs qui sont toujours représentés, typiquement. Après, si on fait une fondation dédiée, on tendra vers un modèle similaire, sauf qu'on organisera ça, du coup, avec un cadre juridique adapté, soit à la réglementation française, soit ici, il s'avère qu'il y a un truc un peu plus favorable dans un autre pays européen. Peut-être qu'on le regardera. C'est pareil, c'est en cours d'étude par nos cabinets d'expertise. L'idée étant de permettre l'accès à la gouvernance stratégique en disant, je sais pas, si par exemple on fait un vote et on dit c'est quoi les priorités pour l'année 2023, parce que c'est quelque chose qu'on va mettre en place en 2022, donc on va pas pouvoir le faire avant au moins une année.
le board va voter finalement en disant, je sais pas moi, on va décider de faire une nouvelle API GraphQL. Du coup, ça sera dans les trucs prioritaires. Est-ce qu'il faudra migrer sur Symfony 5.4 dès que c'est sorti? Le conseil d'administration, en théorie du projet, devra trancher là-dessus. Et une fois la décision prise, la roadmap décline, et puis après on répartit les tâches. Donc après, typiquement, c'est le product management des membres qui va dire, nous on prend ça, nous on prend ça, nous on prend ça, puis on fait les specs, et puis on fait les pull requests après avec les développeurs. Normalement, le cadre idéal de fonctionnement, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à le faire? Est-ce que l'écosystème de PrestaShop est assez grand, assez mature, assez technique? Il n'y a que l'avenir qui va pouvoir nous le dire, en fait. C'est un peu l'idée. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de dire que l'entreprise PrestaShop, en théorie, maintenant, à part le fait qu'on sera certainement un membre stratégique, sera au même niveau que d'autres membres stratégiques ou que d'autres membres issus de la représentation du projet. Et du coup, est-ce que l'entreprise PrestaShop va changer de nom? Alors, c'est pas du tout sur la table pour le moment. Pareil, ça fait partie des choses qui sont en cours d'étude. On n'a pas de... voilà. Comme je vous disais, on a un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle qui travaille sur ces sujets-là. Les hypothèses de travail retenues, on est censé les présenter vendredi. Voilà, donc je peux pas vous les donner aujourd'hui. Et après, du coup, il y aura forcément un choix stratégique, décisionnel de la direction de l'entreprise pour valider tout ça. Et puis après, on continuera d'avancer. Il y a un sujet. Je peux donner un exemple simple. C'est quand Google a donné Kubernetes à la fondation Linux. Google a donné la marque Kubernetes à la fondation Linux. Donc, mais on a aussi des exemples où WordPress.com, un service qui appartient à Automatic, qui a un nom différent, mais du coup avec un droit d'exploitation de la marque WordPress exclusif ou quelque chose comme ça vis-à-vis de la fondation WordPress. Tu vois. Donc, en fait, voilà, il y a plusieurs modèles qui sont possibles, et pour l'instant, on n'a pas tranché lequel on va choisir. Donc le but n'est pas de vous noyer dans trop d'informations, c'est de vous faire un état des lieux de où on en est, et pour l'instant, c'est dégagement des hypothèses sérieuses de travail. Comment justement va se faire la répartition des droits de vote? Est-ce que ça va être celui qui met le plus d'argent, qui a le plus de droits de vote? Est-ce qu'il y aura une place justement pour la contribution des petites assos comme nous? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, il y aura différents types. Enfin, si on s'inspire de ce que font les fondations habituellement, il y aura différents types de membership. En général, il y a un accès stratégique avec effectivement une contrepartie financière ou une contrepartie de moyens, parce que c'est pas toujours financier. Après, en fait, on peut, par exemple, typiquement avoir un représentant des mainteneurs. Et puis après, dans les membres, il y a forcément, comme dans une association loi de 1901, un vote en fait pour choisir des représentants. Donc il n'y a pas de raison à terme que je ne sais pas si FOP en tant qu'association a plus intérêt à être membre ou si les membres de FOP ont intérêt à être membres. Tu vois, c'est des choses, c'est encore un peu tôt. J'ai pas écrit de statut. Personne n'a encore écrit les statuts de ce truc. Donc voilà. L'idée de discuter avec vous aussi, c'est voir un peu quelles sont vos envies et pouvoir en tenir compte. Tu vois. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a un modèle de représentation qui soit large et ouvert. Voilà, ça c'est sûr, c'est la base, c'est l'objectif. Pour moi, effectivement, ce qui est important, c'est que nous, les petits, on va dire, on est quand même notre mot à dire, mais aussi que les marchands, gros, petits, moyens, puissent avoir aussi leur mot à dire là-dessus, et pas uniquement un truc de dev entre dev. C'est pas l'idée, la gouvernance du projet, elle n'est pas spécifiquement technique, c'est la gouvernance stratégique du projet, et ça peut avoir des trucs à court terme, comme dire faut supporter absolument PHP 12, comme du coup des objectifs à plus long terme de dire il faut transformer cette partie-là et ça doit être fait à telle date quoi. Et voilà. On constate bien quand même qu'aujourd'hui, les priorités techniques, on va dire, le passage à PHP 8, Symfony 4, le passage à Symfony, on voit que c'est beaucoup plus prioritaire aujourd'hui que la partie e-commerce. Bon, les problèmes, on les connaît, les cartes roules, les calculs, etc. Donc, est-ce que ça peut être inversé ou modulé, on va dire, avec cette partie-là, ou est-ce que ça va rester finalement comme ça? J'ai une réponse simple.
si je te dis que Symfony 3.4 finit son support cette année et que PHP 7 finit son support l'année prochaine, et que je te dis bah non, finalement on va faire les cartes rules, et puis bah démerdez-vous avec les failles de sécurité de Symfony et PHP 7, vous allez pas être d'accord. Donc si on reprend, si tu veux, un product management de base dans un projet qui sert de base à construire les solutions, il faut que la stabilité et la sécurité, ce soit les deux trucs de base c'est la pyramide de Maslow du logiciel, si tu veux. Il faut pas qu'on fournisse un truc qui représente des failles. Donc ça, c'est incontournable. Le problème, c'est que la masse de boulot que ça représente vis-à-vis de la taille de l'équipe, enfin, je veux dire, si on compte les PM, les devs, etc., ça doit être 15-20 personnes à tout casser. Il y a beaucoup de monde autour qui font d'autres choses pour le projet. Je parlais d'événementiel, de marketing, de trucs, mais gens qui font des specs et du code, c'est 15-20 personnes. On est obligé de choisir des priorités. On peut pas tout faire. Moi, j'adorerais qu'on ait 100 développeurs à temps plein. Voilà. Un des problèmes qu'on essaie de résoudre, en fait, finalement, en donnant une gouvernance neutre au projet, c'est aussi parce qu'on sait, on a l'expérience par le passé. Je peux prendre l'exemple de Apache HTTPD quand il a été intégré à Apache avec du coup une licence, etc., qui est sorti du strict domaine public. En quelques semaines, la base de code a décuplé parce qu'il y avait des entreprises qui l'utilisaient, qui avaient fait leur version de leur côté et qui attendaient finalement qu'il y ait un cadre qui permette de faire ça bien, neutre et avec une bonne gestion de la propriété intellectuelle pour contribuer. Donc un des espoirs qu'on porte là-dessus, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que quand on contribue au logiciel PrestaShop, c'est au strict bénéfice de PrestaShop et ça, ce qui est pas vrai, parce que PrestaShop est un bien commun qui appartient à ses auteurs. Il n'y a pas de contributeur licence agrémente qui donne les droits des contributions en faveur d'une entité quelconque. Je pense pas que ça va changer d'ailleurs, sauf si on avait besoin de changer de licence, mais là on ferait un document spécifique pour ça, on ferait pas un CL affinitif. Et donc voilà, PrestaShop va rester un bien commun. Et donc, ce qu'on espère à travers cette gouvernance neutre aussi, c'est attirer des entreprises qui sont capables de contribuer des briques importantes que nous, pour l'instant, c'est une pure question de temps et de moyens. On peut pas tout faire, en fait. Et c'est un logiciel libre. Si je citais Stéphane Wally, que j'adore, il vous répondrait en anglais « I'm waiting for your pull request ». Donc, en gros, j'attends ta contribution, tu vois. Et bon, je vais pas le faire. C'est comme si un développeur me disait à moi « apprends à coder et fais-le ». Je vais pas apprendre à coder demain pour faire du PHP et résoudre les problèmes de panier, c'est pas la question. Mais l'idée, c'est de créer un terrain où, en tout cas, la contribution est plus facile et où PrestaShop SA n'est plus l'unique énorme contributeur au projet, mais du coup, laisse aussi de la place pour des choses où peut-être pour nous, ça sera inutile, mais on sera content que ça soit dans le projet pour les gens qui en ont besoin. C'est ça l'idée d'un projet open source, en fait, c'est de proposer une base solide qui permette à tous les acteurs, en fait, de répondre à leurs besoins. Donc, j'ai pas de réponse simple à te donner, Jean-François. Si on a la bande passante l'année prochaine, on le fera. Si on a un autre problème de sécurité super lourd, super important, super critique dans une librairie à mettre à jour, on fera ça d'abord. Aujourd'hui, Antoine, Okay, la question est peut-être saugrenue, mais si tu devais faire un snapshot aujourd'hui du code PrestaShop, la part qui vient de PrestaShop.com et la part qui vient de l'open source, ça représenterait quoi? Vous êtes forcément les plus gros contributeurs, mais vous êtes responsable de 99% du code ou Alors, si je veux reprendre ta question et parler pointu, le logiciel, il est open source. Donc, même le code que PrestaShop SA contribue, il est open source. Bien sûr. Si on veut parler, c'est quelle est la part des salariés de PrestaShop SA versus l'extérieur de l'entreprise. J'ai pas de source ultra précise de ça parce que l'historique sur 12 ans est pas le même que si on prenait, par exemple, juste la dernière version, Tout à fait. 7X. Mais voilà, mon estimation avec le travail que j'ai fait, c'est on sait qu'on est à peu près auteur historiquement de 80% du code. Sur les versions récentes, je peux pas dire, aucune idée. Vraiment, il faudrait rentrer dans le détail avec des outils d'analyse super pointus. C'est des choses en fait qui seront intéressantes à faire quand on aura la fondation. Il y a des outils qui sont fournis typiquement si on rejoint une fondation chapeau existante, elles fournissent ces outils d'analyse en fait. Donc c'est aussi un intérêt pour nous d'avoir justement une structure neutre qui a son propre budget pour faire ce travail-là. Pour l'instant, on a une vision corporate du truc, on fait des stats, des choses, elles sont généralement publiées lors des release notes d'une manière ou d'une autre, et elles sont pas forcément complètes et ultra précises, ou en tout cas elles sont réalisées avec des outils simples qu'on a fait nous, et pas des outils comme Bitergia qui vont fouiller le moindre point virgule dans Git, quoi, tu vois.
Bien sûr. J'adorerais qu'on utilise Bitergia, par exemple, ça serait fantastique. Je vous recommande d'aller voir ce que c'est absolument incroyable comme outil. Et ça vous fait des dashboards complets sur l'historique du code, qui a contribué quoi, quelles sont les parties de code qui n'ont pas été touchées depuis des années, etc., etc. Les librairies obsolètes, tout ce genre de choses-là. C'est vraiment chouette. Donc ouais, si je comprends bien, avant de laisser la parole à mes amis, l'idée c'est quand même du coup par le biais de la fondation, que d'autres gros acteurs puissent venir finalement mettre la main au code pour justement venir aller plus loin que gérer des problématiques techniques, des changements de version de Symfony, mais prendre en compte avec l'ajustement des besoins business e-commerce dont tous nos e-commerçants ont besoin et qu'on s'arrache les cheveux de chaque version. Bien sûr. L'idée, c'est que du coup cette gouvernance puisse orienter vers quelque chose de plus pragmatique pour les utilisateurs finaux. Avec, par contre, et je le répète, c'est exactement ce que j'ai dit en concluant à la question de Jean-François, c'est il y a une pyramide de Maslow, quoi, et la brique de base, c'est la sécurité, et donc du coup, les librairies, les composants doivent être à jour. Voilà. Ça, c'est inaliénable. S'il y a que nous qui pouvons le faire en termes de moyens, ça sera notre priorité. Et voilà. Du coup, il faudra que éventuellement d'autres acteurs de l'écosystème investissent sur des choses plus métiers, par exemple. Après, si effectivement un acteur de l'écosystème décide de dire on vous fait la migration Symfo 5.4, je fais YOLO, impec. Et puis nous, on s'occupera des trucs métiers, hein, t'inquiète. Le but, on va pas arrêter de travailler. Hein, il y a Olivier, je suis sûr qu'il a envie de faire ça. Déjà que, alors du coup, j'ai pas trop suivi les discussions qu'on avait en interne, mais déjà que tu étais à vouloir te battre pour passer PrestaShop 1.6 en PHP 8, mais je crois que tu as un peu abandonné l'idée au final, non Non, j'y travaille quand j'ai du temps, et c'est-à-dire pas souvent parce que j'en ai pas. Mais oui, parce que j'ai encore beaucoup de clients sur 1.6 et que la problématique va se poser. Mais là, j'ai appris la semaine dernière que j'ai deux énormes sites en 1.6 où on va envisager la migration 1.7, mais ça représente 90 jours facilement de développement. Donc voilà, mais voilà, le client a lancé l'idée, donc c'est déjà une grosse évolution. Donc voilà, ça j'avance, on verra si j'arrive à finir, à le faire ou pas le faire, c'est pas trop grave. Est-ce que tu as des retours sur, parce que là on voit quand même sur FOP, hein, j'ai parlé de ça, je suis pas trop d'accord moi avec le business care et compagnie, mais c'est pas le sujet du jour. On parle en tant qu'agence, mais en tant que FOP, on a quand même de plus en plus de petites contributions, des PR, des issues, etc. On n'a pas trop de retours sur comment, au niveau PrestaShop, en fait, est-ce que vous apercevez qu'il y a une dynamique qui se met en place petit à petit, mine de rien, parce que l'objectif, je pense, de FOP, ce serait de représenter les petits développeurs comme nous, les toutes petites agences, pour justement intervenir dans la gouvernance du projet. Mais au lieu d'être au web petite agence de 3 personnes, en fait on est FOP 40 freelance. Mais déjà, est-ce que quel est le sentiment de PrestaShop par rapport à tous les retours que peut faire FOP alors actuellement, les issues, les PR, avec franchement, le champion des PR, Jean-François et Thomas notamment. Thomas, ouais. Moi, franchement, on est particulièrement content de la qualité en fait du travail que vous fournissez, au sens où vous avez acquis maintenant les contribution guidelines, les trucs un peu tricky Git, etc. Je vois qu'il y a moins de questions, en tout cas sur des choses un peu de base, sur les outils de développement et de collaboration. Donc ça, c'est bien, ça accélère forcément le traitement des pull requests quand il n'y a pas besoin de dire attention, t'as pas respecté le code style, c'est un truc de base. Donc ça, c'est bien. Deuxièmement, on voit la dynamique, hein, on vous voit monter dans le nombre dans le contributeur. Franck, vous avez fait aider, je crois, à faire un petit tableau qui vous permettait d'avoir votre classement à vous, d'ailleurs, je crois. Donc non, on est parfaitement conscient du travail qui est fourni par les membres de FOP, soit de manière plus collective, soit de manière individuelle. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, pour moi, mais pour l'entreprise, pour mes collègues, c'est vraiment chouette, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une question pour Jean-François Viguier. Et même pour vous, en fait, puisque comme vous contribuez,
J'ai une bonne idée de la réponse parce que voilà, je traite ça depuis longtemps, mais c'est quoi le retour sur investissement pour vous, en fait, concrètement, de contribuer? Parce que du coup, vous y passez du temps. Comment est-ce que vous arrivez à le comptabiliser, à le rentabiliser, à faire du profit avec ce temps que vous investissez dans le projet? Ça, c'est une grosse question que j'ai. Parce que ça m'intéresse d'avoir votre retour sur ça. Me concernant, moi j'ai pas beaucoup de temps, non, j'en fais pas beaucoup, hein, j'en ai fait quelques-unes. J'ai pas vraiment de retour sur investissement, c'est juste plus le challenge de participer à un projet. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas des choses auxquelles c'est pas parce que je vais faire une PR ou une issue que je vais gagner de l'argent dessus ou je vais le revendre à des clients ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça, puisque j'ai même fait des issues qui j'ai regardé le sujet, dit oh bah tiens ça j'ai 10 minutes, je vais regarder si je veux pas le corriger, alors que j'ai jamais été concerné par la problématique. Ouais. Donc, mais c'est plus, ouais, j'ai un peu de temps, donc, enfin, moi c'est comme ça que je le vis. Hein. On verra ce que dira Jeff après, mais ouais, ça fait plaisir. J'ai un hook que j'utilise moi sur tous les projets clients. Bon, ben, j'ai fait une PR, il a été accepté, il sera dans la prochaine version. Je suis content. Oui, donc du coup, il y a quand même une façon de contribuer qui est un peu, qui répond à tes besoins à toi finalement. Tu vois, je dis pas que Oui, c'est quelque mauvais, part, mais- oui, parce que ce hook-là, moi, je l'utilise, je le mets quasiment sur tous mes projets. Ça m'a simplifié beaucoup de choses, notamment avec tous les liaisons ERP, etc. Et un jour, il dit, tiens, je vais en faire une PR, et bon, ça a été validé, elle sera dans les prochaines versions. Oui, c'est quelque chose on est plus dans le concret, dans le pratique. Donc, Ouais, des là, fois, du si coup, on doit corriger un bug, l'autre jour, on a vu un petit bug, du coup, mon associé doit faire une petite PR pour corriger ça, parce que ben, on s'est penché dessus, on l'a corrigé, ben, autant le partager et le mettre sur sur la en faire une prochaine PR. version. Quoi. Ouais, donc vous, après, c'est un gain de temps pour vous finalement de pas avoir besoin de maintenir des patchs, quoi. Oui, c'est un peu ça, oui, tu vois, c'est ça. C'est plus là-dedans. Après, c'est pas les clients, ils savent même pas. De toute façon, ils savent même pas ce que c'est qu'une PR ou quoi que ce soit. Donc c'est pas là-dessus qu'on va jouer là-dessus. Mais bon, c'est plus le côté contribution et participation. Hein. Sinon, c'est plus un plaisir de partager et d'être dans un projet à grande échelle. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Et puis, c'est les échanges, de faire en octobre une petite virée à Poitiers, une petite journée FOP à Poitiers. C'est voilà, on gère la communauté, mine de rien, quelque part. Donc, le groupe Facebook me prend 1 heure par jour et parce que ça me prend le temps, parce que j'ai l'habitude, parce que ça fait partie de mon ADN de participer à des projets comme ça. Mais ça te ramène des clients aussi d'être visible sur le groupe Facebook. Les personnes qui sont sur Facebook, hein, j'en veux pas trop comme clients. Hein. Mais, Gaffe, mais c'est oui, mais enregistré. ça m'arrivait de récupérer quelques clients parce qu'ils ont vu que je répondais beaucoup sur le groupe Facebook. Mais je le fais même pas pour ça. J'en ai un qui arrive, tant mieux. Ouais, d'accord. Mais Et toi, après, de Jeff, toute façon, chez une agence, je suis cher. Donc, oui, par rapport à des il y a des freelances coûts, qui vont ouais. se vendre 20 euros de l'heure, Ouais, c'est sûr que c'est moi, ça. je peux pas suivre. Donc, voilà, C'est sûr. c'est plus Ouais, le fait de participer et de participer tout simplement à un projet que je pourrais pas mener moi tout seul dans mon coin. Jeff, quelle est Oui, ta donc vision toi, ça, pour c'est le deuxième point, le si je ROI? résume Olivier, c'est que du coup, tu rejoins quelque chose qui est plus gros que toi, en fait. T'es pas tout C'est seul ça. dans ton coin à faire... ouais, d'accord, ça, c'est un deuxième point important. D'accord, merci. Et toi, Jean-François? Bah écoute, au départ, c'était un peu la même approche qu'Olivier, c'est-à-dire qu'au début, c'était pour faire les patchs, en fait, enfin, les corrections que je faisais pour mes clients, finalement, les contribuer au projet pour, éthiquement, je trouve que c'est normal, on utilise un logiciel gratuitement, c'est normal de rendre l'appareil un peu de temps en temps. Et deux, effectivement, ça évite de devoir patcher à chaque fois qu'on fait une mise à jour de version de PrestaShop. Donc, au départ, c'était vraiment ça, donc des bugs plus ou moins gros que j'ai corrigés pour mes clients. Au final, je me suis dit, bon, ok, autant le corriger aussi dans PrestaShop, comme ça, à la prochaine version, un jour peut-être, j'aurai cette correction aussi dans le soft. Et puis petit à petit, c'est monté sur des évolutions, comme par exemple pas filtrer les moteurs de recherche dans les visites. Donc plus des choses qui font en fait évoluer le logiciel dans le bon sens pour effectivement simplement pour la beauté de contribuer. Après, c'est vrai que je communique pas mal dessus sur Twitter, un peu sur LinkedIn, sur mes contributions. Donc, effectivement, ça m'amène une notoriété qui m'amène des clients. Donc, ça, je pourrais pas te le chiffrer, parce qu'il y a aussi bon, l'opération e-commerce solidaire qui m'a amené une notoriété qui m'a aussi amené des clients.
Donc là, sur cette Ouais, bien année, sûr, on est à plus 10 en chiffre d'affaires. Donc ça se développe, je pense, en partie à cause de ça. Et depuis, effectivement, par contre, le challenge qu'a lancé Franck, parce que c'est quand même surtout Franck qui l'a lancé, donc le Holocaust Friday, j'avoue que c'est fun, puis c'est assez ludique aussi de faire comme ça des petites contributions. Je tiens à préciser aussi que je suis comme Olivier, c'est-à-dire j'ai le temps de rien non plus. C'est juste que je prends, on va dire, 5-10 minutes de temps. Donc ce matin, par exemple, j'ai un projet à livrer. Ce matin, j'ai fait une petite correction pour un client. J'ai fait la PR, ça m'a pas pris plus de 10 minutes. Donc ça prend pas forcément beaucoup de temps. Sauf bien sûr s'il y a beaucoup de remarques, beaucoup de discussions, Bien ça sûr. peut arriver aussi. Mais en général, ça prend pas forcément beaucoup de temps, du moins les PR que je fais moi. Il y a aussi autre chose, c'est qu'effectivement, il y a le review des développeurs core qui est intéressant parce que ça permet d'améliorer ses compétences et ça nous pousse vers le haut. Et il y a aussi en fait un truc qui est super confortable, je ne devrais pas le dire, mais il y a les gens de l'équipe QA qui testent en fait les PR. Du coup, ça m'est arrivé, je le dis pas, mais ça m'est arrivé de poster une PR sans l'avoir testée. Donc Ah, c'est c'est pas assez, bien. c'est pas bien, je sais, mais bon, en général, c'était une demi-ligne ou une ligne, donc je suis quand même pas trop assez sûr de moi, Ouais. mais c'est pas mal d'avoir justement tous les tests automatiques, les tests unitaires d'intégration, et aussi l'équipe QA qui va tester après, qui est effectivement sympa, puisqu'on sait en fait très rapidement si ça plante ou si ça fonctionne, quoi. Et ça, on n'a pas ça au quotidien dans nos projets, puisqu'on n'a pas ce niveau d'organisation, je dirais, et c'est très confortable. Et le dernier point par rapport aux contributions qui pour moi est le plus important, c'est que pour moi c'est le meilleur critère pour un commerçant pour choisir son prestataire. C'est-à-dire que si le prestataire est capable de faire une PR, que la PR soit acceptée, qu'il n'y ait pas 36 000 messages échangés parce que la personne elle a fait un peu n'importe quoi, une PR mis dans le logiciel, c'est quand même un gage de qualité, de connaissance qualité de code et des connaissances du logiciel en fait. Donc je pense que même ça devrait être plus important que l'espèce de badge PrestaShop Partner qui finalement est assez facile à avoir à partir du moment où on a un portefeuille assez bien garni. Donc je pense que ça serait effectivement c'est quelque chose qui est pas mal de pouvoir choisir, je me mets à la place d'un marchand, de pouvoir choisir son agence ou son freelance en fonction de son niveau, on va dire, de contribution. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. C'est intéressant ce niveau de ça montre une expertise, quoi. Ouais. Ça montre quand même une ça met en expertise avant aussi l'expertise, bien. Voilà, aussi bien en connaissance technique pour faire une PR qu'en connaissance, ne serait-ce que des fois sur l'utilisation. Hein, donc, c'est ça. Et c'est vrai que ça, j'ai appris plein de choses en voulant faire des PR proprement et tout. J'ai appris des choses, hein, mine de rien. Donc, voilà, des solutions, les tests, c'est pas des manipulations qu'on fait tous les jours. Donc, enfin, pas à notre niveau. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Puis, c'est la notoriété, mine de rien, directement. Hein. Sur une agence, on va dire à taille humaine, pardon, comme la tienne, Jean-François, avec la motivation que vous êtes mis à faire ces PR, vous avez pu, je sais pas, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, vous allez faire quel niveau de contribution? Vous allez faire 10 PR, 50 PR? Je me rends pas bien compte. Et combien de ces PR vont être acceptés dans le logiciel, en fait? Aujourd'hui, toutes les PR sont acceptées. Après, en termes de chiffres, je sais pas, on doit en faire... je sais pas, une dizaine par mois à peu près. Ouais. Donc ça veut dire donc avec une agence humaine, c'est-à-dire qu'en fait si on arrivait aussi à prêcher cette bonne parole-là, on pourrait faire beaucoup de choses, quoi, en fait. Donc c'est aussi notre rôle. Moi, j'adorerais qu'il y ait des agences de 100 personnes qui aient le même ratio que Jean-François. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, outre la résolution des petits bugs qui, comme il dit, prennent pas forcément beaucoup de temps à contribuer, surtout si tu l'as déjà fait pour tes clients. Enfin voilà, c'est juste le remettre après dans le projet. Du coup, des agences plus grosses pourraient avoir le même niveau d'investissement en temps et résoudre des problèmes plus compliqués, tu vois. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est d'amener. On parlait d'éducation tout à l'heure avec mon rôle, pas au sens négatif du terme, le côté évangélisation. C'est ça, c'est de rappeler qu'en fait, contribuer est extrêmement rentable. Je veux dire, c'est pas un hasard, c'est les grandes entreprises du monde entier qui gagnent des millions et qui ont des centaines de milliers de salariés. Ont choisi de faire de l'open source. Il y a des bonnes raisons, et la première, c'est que c'est extrêmement rentable, en fait.
Et un des rôles de toute façon de FOP, voilà, c'est de faire d'être plus nombreux à contribuer, et on y travaille petit à petit. On a des personnes qui, tiens, oui, ça m'intéresserait, il faudrait que je trouve du temps pour le faire, etc. Ben voilà, on peut t'aider, on peut t'accompagner, et voilà, c'est un peu le rôle un des rôles de l'association également, comme la reprise des modules, quelques modules qui sont abandonnés, etc. On l'a pas encore fait concrètement, mais je crois que c'est PS Cleaner ou un truc comme ça qui a abandonné. Voilà, si à un moment donné il y a un problème, au sein de FOP, on mettra le module à jour, on fera une nouvelle version, ce genre de choses. Ça c'est chouette parce que du coup, j'avais suivi quand vous avez commencé à faire ça, et puis quand vous avez fait aussi un peu le projet FOB console, ce genre de trucs là. Je vous avais filé un coup de main sur les en-têtes, choisir les bonnes licences, et je vous ai vu améliorer vos process de review, etc. Ça a été une bonne école aussi, j'ai l'impression, pour les membres de l'association, pour commencer à contribuer et à appréhender l'usage de GitHub, etc. Non? Oui, c'est vrai. Donc, les membres de l'association, et pas uniquement. Sur le Slack, on doit être dans les 500. Dans l'association, on doit être une cinquantaine de sociétés ou de freelance. Donc, sur le Slack, plutôt, on va dire, on a une communauté qui est essentiellement française, mais qui est beaucoup plus large. Et effectivement, on a réussi à convaincre certaines personnes de se mettre à contribuer. Donc, certains qui sont très à l'aise avec Git, avec le code-styling, etc. D'autres qui démarrent, et finalement, on a prévu justement de faire des visios, voire de faire peut-être des conférences au FOB Day à Poitiers, pour justement expliquer, montrer, expliquer que c'est pas si compliqué et qu'on peut faire différentes contributions dans le code, mais pas uniquement dans le code aussi, puisqu'il y a aussi les traductions, les modules, il y a la documentation, il y a plein de choses. La doc qui est très très facile à contribuer. Il y a beaucoup de boulot à faire sur la doc. Voilà. Après, je pense que ça serait pas mal aussi que Vincent il nous parle du FOB, puisque c'est lui qui est notre hôte, et qui nous donne son avis en tant que développeur de modules cette fois, puisque nous on est plutôt agence. Juste avant que Vincent prenne la parole, moi c'est vrai que dans tout ce qu'on vient de dire là, il y avait un truc que j'avais noté dans tes propos, Antoine. Tu disais en termes de branding, c'était de faire de PrestaShop quelque chose de classe. Et en fait, je pense que c'est un truc sur lequel on se retrouve tous, et nous aussi au sein de FOP, on a cet objectif-là. Et je sais plus, je crois que c'était dans la dernière table ronde, on avait dit une phrase du genre, on veut pas que, on veut prêcher la bonne parole pour que les gens fassent pas du WordPress avec PrestaShop. Et c'était un peu l'idée, quoi. Il faut qu'on pousse cette bonne parole, qu'on explique comment travailler proprement, comment utiliser les guides, comment utiliser le processus de développement. Et là, on va vraiment se rejoindre, quoi. Alors attention, il y a un point, je voulais rebondir sur ce que disait Jean-François. La contribution, là on parle de contribution au code du logiciel, mais il a parlé de la documentation, il y a aussi les spécifications qui sont sur GitHub. Toutes ces contributions-là sont comptées à égalité avec le fait d'être capable d'écrire du code, qui est pas forcément une compétence que tout le monde a. Hein. C'est comme vous êtes graphiste, vous utilisez un logiciel de dessin, vous n'avez pas forcément les compétences pour améliorer le logiciel. C'est pareil avec les marchands, ils sont experts de leur vertical, de leur workflow, de leur métier et de leurs produits. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que d'autres contributions existent. On peut organiser des meet-up, comme Olivier, passer du temps à aider les gens sur les groupes d'aide, d'entraide, soit sur les réseaux sociaux, soit ailleurs. On peut organiser des événements, qui est une grosse contribution que fait PrestaShop et ça d'ailleurs, en organisant pas mal de choses dans différents pays. Et donc en fait, tout ça, c'est pas réservé que aux agences et aux développeurs en fait. Écrire de la doc, écrire des specs, déjà c'est de l'écriture, ça nécessite pas forcément des compétences techniques importantes. Il faut le faire en anglais, c'est la seule contrainte. Et le deuxième point, c'est organiser un meet-up ou comme la conférence que vous faites à Poitiers, c'est une contribution pour moi qui est majeure au logiciel pour sa réputation, pour son amélioration, pour sa diffusion. Donc c'est aussi pour ça que c'est très intéressant de pouvoir collaborer de manière ouverte avec FOP là-dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Très bon complément, parce qu'en effet, il n'y a pas que le code. Donc ça, c'est un bon complément d'information sur lequel on était peut-être passé un peu à côté. Vincent, donc, je vais moi aussi te faire travailler un petit peu. Donc, comme disait Jean-François, peut-être deux choses. Ta vision, en effet, côté module, qui est intéressante. Et puis, donc, on a entendu parler, là, depuis une heure, on entend parler d'un FOB Day. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le FOB Day ? Alors, le FOB Day, ça sera au mois d'octobre. Ça sera le 8, plus précisément. Où du coup les prestataires PrestaShop seront invités à venir sur Poitiers pour une journée avec un contenu qui sera encore à définir, donc des conférences, des tables rondes, etc. Autour de points conviviaux aussi. On espère que on pourra quand même lever le coude de manière assez simple.
On aura peut-être Antoine qui viendra nous faire un coucou à Poitiers, alors peut-être alors. J'ai dit que je venais là dans le formulaire et que je voulais bien faire des talks sur des sujets qui vous intéressent. Génial. Si c'est possible d'un point de vue sanitaire, machin, c'est avec grand plaisir. Bah ouais. Top. Yes, top. Merci Antoine. Et j'avais aussi une question pour Antoine. En tant qu'éditeur de modules, du coup, on essaie de traduire aussi nos contenus modules pour les publier dans le plus de pays possible à travers Addons et partout dans le monde. Du coup, pour en revenir au sujet de la gouvernance, enfin de la gouvernance de la création de la fondation, est-ce que ça va aussi aider à la popularité de PrestaShop à travers le monde en s'adossant à un type de fondation particulier déjà connu? Ça va peut-être évangéliser du coup le projet PrestaShop. C'est sûr qu'en théorie, quel que soit l'organisme, enfin, soit on fait une fondation dédiée, ce que je voulais vous le dire, c'est que voilà, il y a aussi ça sur la table. Si effectivement le choix est gardé d'aller dans une fondation chapeau existante, on va rejoindre son réseau d'événementiel, les conférences qu'elle organise avec une track dédiée. Alors peut-être pas au tout début, mais si on arrive à par exemple créer un groupe de travail e-commerce ou un groupe de travail business application avec d'autres logiciels et d'autres projets et d'autres entreprises, ça peut du coup être l'occasion de créer une track dans un grand événement open source organisé par ces fondations. Après, ça n'empêche pas, dans tous les cas, par exemple, avoir la fondation PrestaShop permettait, je ne sais pas si ça sera le cas, s'il y aura encore l'espace associatif au prochain Open Source Experience à Paris, mais en tant qu'association, il y avait l'espace associatif où on pouvait avoir un stand à peu de frais par rapport au côté payant réservé aux entreprises. Ça permet d'avoir accès à FOSDEM, par exemple, beaucoup plus facilement, qui est un grand événement européen. Et en tant qu'entreprise, on peut y être sponsor, mais du coup, on peut pas y avoir de stand. C'est comme ça que fonctionne FOSDEM. C'est réservé aux projets. Il y a plein de choses comme ça que ça ouvre en termes de possibilités de communication. Et puis après, il faut voir qu'il y a le pendant, c'est-à-dire qu'on peut avoir la communication de la fondation en elle-même sur son réseau, ses membres, les événements auxquels elle veut participer, etc. Et il y aura en plus toujours la communication corporate de PrestaShop SA, qui elle va pas changer. Et puis du coup, de la même manière, je parlais des contributions comme l'organisation de meet-up, etc., qui seront potentiellement organisables, sur différents contextes, en s'inspirant de ce que font, par exemple, les local user groups dans le monde du middleware Java ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup, ça en fait, ça ouvre beaucoup de possibilités d'avoir l'entreprise qui a sa stratégie par rapport à tout ça, et puis d'avoir la fondation qui du coup a une autonomie et un conseil d'administration qui va donner des directions et des choix en fait par rapport à ce qui est possible de faire avec du coup les moyens de la fondation. Ils seront petits au début, mais si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça grossisse pas. Tu vois l'idée? Donc non, moi je suis plutôt pour penser par expérience et par pragmatisme, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de l'open source maintenant, que ça va être l'occasion d'augmenter la communication, la pérennité, la crédibilité du projet en fait, en faisant des bons choix en fait, des meilleurs choix peut-être. Je sais pas si on peut parler vraiment de bons choix ou de meilleurs choix, mais ça sera des choix qui sont différents de ceux qui sont faits par juste PrestaShop SA, tu vois. Et donc logiquement, si on a un bon système de représentation, ça devrait être des meilleurs choix ou des choix plus pertinents pour l'écosystème. Logiquement, c'est ce qu'on espère. Ok, merci. Et puis du coup, une autre question. Du coup, comment est-ce que la fondation va se financer? Puisque du coup, si on met des modules sur Addons, la commission va être reversée à la société PrestaShop, qui va du coup abonder, je suppose, dans la fondation. Mais du coup, est-ce qu'en tant qu'éditeur de modules, on va abonder à la fois via Addons, via les commissions, et abonder directement dans la fondation? Ou est-ce que vous avez réfléchi à comment est-ce que ça allait s'articuler? Alors, ça fait partie des trucs qui sont en cours de réflexion, notamment sur la partie plus opérationnelle, qui, on va pas se cacher, en mois d'août, il va pas se passer grand-chose niveau consulting. C'est l'été, donc là, on fait un rendu, comme je vous disais, des hypothèses de travail pour qu'on puisse réfléchir et prendre des décisions cet été un peu au calme. Et puis, une fois les décisions prises et validées, les appliquer de manière plus opérationnelle en septembre. Ce vers quoi on s'oriente, c'est, comme je disais tout à l'heure, des niveaux des types de membres différents, avec éventuellement des niveaux de participation qui peuvent être différents. L'idée n'est pas de faire payer 500 000 balles à des entreprises pour être premium, c'est pas l'idée. Mais donc il y aura forcément la notion de membre, comme vous le faites vous avec FOP, qui peut être symbolique pour une entreprise. 100, 200, 300 euros, c'est pas ouf, quoi.
des individus éventuellement, c'est le cas de beaucoup de fondations, elles ont aussi des membres individuels. Et après, derrière, il y a la possibilité d'accepter des dons, en théorie, suivant le type de statut en fait dans lequel le projet sera hébergé. Et enfin, je ne sais pas exactement quelles sont les possibilités derrière, mais par exemple, il y a beaucoup de fondations qui organisent des événements et pour lesquels, du coup, derrière, on peut récupérer une partie de cet argent, de l'éventuel profit pour faire des choses. Alors, si on fait des événements avec la fondation, ça sera des événements qui seront différents de ceux qui sont corporate. Ce sera des événements qui sont beaucoup plus centrés sur le projet, sur les contributeurs, les mainteneurs, etc. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses en termes de possibilités dans les financements des fondations aujourd'hui. Le modèle de Mozilla, par exemple, est complètement différent de celui d'Eclipse ou Linux. Donc voilà, il faut qu'on trouve aussi le chemin idéal. Surtout si on fait une fondation dédiée, il faudra qu'on établisse un truc original, quoi. Voilà. Là-dessus, je peux te présenter plein d'hypothèses, mais j'ai pas de choix à te donner pour l'instant de direction prise. Yes. Est-ce que tu as une idée Pardon. Est-ce que tu as une idée du planning de tout ça en fait? Est-ce que vous êtes fixé des délais Ouais, comme je disais, le prérequis, c'est d'arriver à sortir cette fameuse V8 en début d'année 2022. Que dans cette version, du coup, on est déjà, on va dire, préparé cette notion de séparation au moins technique et sans forcément aller directement déjà dans la gouvernance, faire en sorte que ça soit possible de changer la gouvernance. Donc cette année, on prépare beaucoup de choses. Vous pouvez le suivre sur GitHub, hein, c'est assez facile à suivre pour les gens qui arrivent qui contribuent régulièrement ou qui vont regarder ce qui se passe régulièrement. Donc ça, c'est une étape, c'est ce que j'avais montré dans mes slides au début, de préparation qui est importante pour le rendre possible. Et l'idée, c'est de faire cette transformation en 2022, donc de l'engager dès 2022. Donc, je pense que la première version des 8, elle sera peut-être pas dans la fondation d'entrée de jeu, mais l'idée, c'est que du coup, on ait cette version qui soit prête à sortir de l'entreprise quand les statuts seront faits, voilà, ce genre de choses-là. C'est la deadline pour l'instant, c'est 2021 préparation et 2022 mise en place. Et pour clarifier les choses, vous attendrez d'avoir une version majeure, une version 9 du coup, pour mettre dans la fondation, ou est-ce que ça peut être une version Alors en fait, pour pouvoir le mettre dans une fondation, on a besoin, comme je te disais, que certains assets puissent aller avec le projet. C'est pas juste le code en fait ou la documentation qu'on migre. C'est aussi, par exemple, les outils de mise à jour des modules natifs ou d'installation des modules natifs. Aujourd'hui, c'est avec Add-ons. Si on veut pouvoir le faire dans une fondation, il faut couper ce lien, même s'il doit être possible de le remettre. Il faut quand même que ce lien puisse, du coup, qu'on ait les traductions. Aujourd'hui, c'est PrestaShop SA qui paye Crodin. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça qu'il faut qu'on prépare au niveau compta, gestion, propriété intellectuelle en amont pour qu'on l'isole. Finalement, on va l'incuber dans l'entreprise en faisant quelque chose qui va être avec une ligne séparée. Et petit à petit, du coup, on identifie les trucs, on les règle petit à petit. Et une fois que tout ça c'est fait, là, on pourra dire on a un projet qui est déconnecté de PrestaShop.com par défaut, les outils qui vont avec pour le compiler, pour le tester, pour faire des traductions, pour faire tout un tas de trucs, sont autonomes aussi et on peut changer le nom de domaine si on le veut. Voilà. Il y a tout ça en fait en préparation opérationnelle à faire avant de pouvoir réellement basculer le projet dans une fondation. Donc ce travail qui n'est pas que technique, donc il est long. C'est un investissement qu'on fait qui est conséquent et en termes de roadmap, en termes de choix techniques, etc. Et comme je le disais, du coup, on est accompagné par des spécialistes de ça pour pas être tout seul à le faire et pour être sûr de le faire le mieux possible. Voilà. Mais ce travail de préparation, il est long. Moi, j'ai même déjà commencé à bosser dessus depuis presque 1 an et demi maintenant. Et là, je suis le déroulement des missions et du travail qui est fait. Mais c'est un travail de fond qui est long, qui prend du temps. Quand je bossais à la Fondation Eclipse, je l'ai vu se faire sur des projets académiques, par exemple, recherche européen, ou des entreprises qui, du coup, avaient, par exemple, une technologie brevetée, le brevet expirait, elles ont choisi de le rendre open source, de travailler sur un modèle économique, par exemple, autour de la certification avec une marque. C'est pareil, ce process-là de préparation du logiciel, de la propriété intellectuelle, il est très long. C'est pas un truc que tu peux faire en 2 semaines, en fait. Donc, c'est ce travail préparatoire qu'on doit faire. Donc voilà, le cadre c'est ça, c'est 2021 préparation et 2022. Je vais pas dire mise en prod, c'est pas le bon mot, mais voilà, on le fait.
tout va bien. Et c'est ambitieux, hein. Enfin, franchement, Ouais. c'est Oui, j'adore bien. T'as une année chargée t'as une année chargée qui t'attend là. Ouais, et pas que moi, hein. Je veux dire, pour l'entreprise, quand je vous dis, c'est un investissement important. Il n'y a pas que moi qui bosse dessus, ça concerne beaucoup de monde. Donc il y a de la communication, il y a du juridique, il y a beaucoup de choses. Donc c'est un gros travail cette année de préparation. Voilà. Et d'ailleurs, votre aide est la bienvenue, contribuez plus. J'attends vos contributions. Voilà. Olivier, Vincent, Jean-François, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou est-ce qu'on libère notre ami Antoine pour aller profiter un peu plus du soleil qui a l'air de pousser au-dessus de son petit parasol? Ouais, non, en vrai, c'est tout gris, nuageux, moche. Ah merde. Je pense qu'il va pleuvoir dans pas longtemps, là. Ouais, mais j'aurais une petite question un peu plus légère. Est-ce que, Antoine, tu pourrais nous raconter, nous révéler, on va dire, en fait, qu'est-ce qui a déclenché ce travail-là, en fait, cette séparation dans une fondation? Est-ce que ça s'est fait dans un bar entre deux managers de PrestaShop? Est-ce qu'il y a eu une impulsion, un truc qui a fait que le projet est parti? Voilà. Est-ce que tu es au courant de comment tout ça s'est produit finalement? Ouais, alors, c'est pas que moi, mais j'ai beaucoup contribué à cette approche-là de par les analyses, le travail qu'on m'a demandé de fournir à PrestaShop. Quand j'ai été embauché en 2018, c'était bon, Antoine, il faut qu'on refasse de l'open source, du vrai open source pour de vrai, pour vraiment voilà, montrer que c'est pas juste un truc qu'on fait comme ça, quoi. Et vous savez encore mieux que moi que de 2015 à 2018, ça n'a pas été hyper fun, les relations entre la communauté et l'entreprise. Donc voilà, l'objet de mon job, venant d'une fondation, dans la fondation Eclipse dont je parlais, hein, c'est sur mon LinkedIn, et puis étant dans l'open source depuis longtemps, ayant travaillé pour d'autres éditeurs par le passé, la mission, clairement, c'était ce rôle d'évangéliste, c'est mon titre, mais il y a aussi un gros travail de fond, d'analyse, de compréhension, voilà, regarder les interviews que je fais moi, mais aussi que font les commerciaux, que font les product managers, pour essayer de comprendre un peu les problématiques, les freins. Et après, il y a toute la partie benchmark qu'on a pu faire, moi ou d'autres personnes, y compris à la direction, sur... je parlais des clés du succès des grands projets open source ou des grandes entreprises qui font de l'open source. Bah, c'est ça, en fait. C'est facile, à partir du moment où on a commencé à étudier un peu les différents modèles et ce qui marche, de pointer les choses qu'on peut améliorer à PrestaShop ou qu'on peut faire, qu'on ne faisait pas, par exemple. Typiquement, ce travail de créer une fondation ou d'en rejoindre une. Donc, en fait, il y a eu un moment, si tu veux, où ce travail préparatoire, comme le dashboard que je vous ai montré tout à l'heure, là, je vais essayer de me remettre dessus et de le repartager, si je peux. Cher. Je vais essayer. Hein, Ouais, il devrait revenir. Voilà, c'est ça. Comme je vous disais, ce travail de fond, il est régulièrement mis à jour depuis 2018. Il est priorisé, analysé, etc. Et donc, en fait, c'est aussi ce qui nous amène. Si on veut régler les problèmes de gouvernance, de committee gouvernance, voilà, trademark management, mieux gérer du coup la neutralité des discussions, etc., amène à cette réflexion de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et donc vient sur la table cette possibilité de dire il faut qu'on clarifie mieux, comme le font d'autres entreprises, la différence entre le projet et l'entreprise. Et donc ce qu'on fait cette année, c'est qu'on essaye de voir quelle est la bonne façon de le faire. Alors, j'ai mis dans cette table ronde énormément d'hypothèses de travail et de possibilités. On est dans une période où on les a bien explorées, donc plutôt sur une période d'entonnoir, où on va écarter les trucs absurdes et puis progressivement arriver aux idées de travail de fond qui seront engagées, j'espère, sur la fin de l'année et début de l'année prochaine. Ah, désolé. J'ai Pas de souci. un voisin qui est visité par une grosse Harley Davidson depuis tout à l'heure. Là, c'est très fatigant. Et voilà. Et donc voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est un travail de fond qui a été fait avec les CTO de Presta, avec les équipes tech, avec les PM, avec la direction évidemment, avec les gens qui s'occupent aussi des revenus chez nous, donc la partie business, pour trouver quelle est la meilleure solution. Et pour le moment, ce qui semble se dégager, c'est que si on veut limiter finalement les entreprises qui réussissent bien dans l'open source,
Ça semble être une bonne stratégie, donc on tend vers ça, on va essayer ça. Voilà. Je dis pas qu'on va se planter ou réussir. Hein. Moi, mon objectif, c'est que ça réussisse, que ça se passe bien, qu'on ait des millions de sites web PrestaShop. Si tout va bien, c'est ce qu'on espère. Des millions de contributeurs. Voilà. L'idée, c'est ça. Voilà. Donc là, dans le principe, c'est que finalement, il peut y avoir un plan B, quoi. En fait, ça, dans le principe, on va là-dessus, mais rien ne dit que ça ne puisse pas changer finalement dans les semaines ou dans les mois à venir, parce qu'il y a d'autres alternatives, d'autres possibilités, où on a quand même 99% de chances d'aller là, quoi. Pour l'instant, comme je te dis, c'est l'hypothèse de travail dans l'entonnoir sur laquelle on avance. C'est ça, sinon j'en parlerai pas aujourd'hui. Ça resterait complètement illusoire. Voilà. Après, si ça se casse la gueule, ça ne marche pas, qu'on n'arrive pas à le financer, du coup on trouvera une autre solution. Mais l'idée, on ne travaille pas sur l'hypothèse que ça se casse la gueule, quoi. On travaille sur une vraie hypothèse de succès pour le projet, pour l'entreprise et puis pour la communauté. En fait, moi, ce que je vise, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Ça m'intéresse pas de. L'open source, en fait, ça marche quand c'est vertueux pour tout le monde, en fait. Que ça soit pour une stratégie time to market, d'open innovation, d'investissement technologique quelconque. Finalement, ça fonctionne réellement quand tout le monde est gagnant, que ce soit les contributeurs, les partenaires, les utilisateurs, etc., etc. Donc, si on regarde ce que font les projets qui marchent, ils font ça. Donc, on va essayer ça. Voilà. Je pense que je peux pas le résumer mieux que ça, quoi. Ça marche. Ok. Je pense qu'on va conclure notre table ronde sur ces derniers mots, sauf si Olivier, Vincent, Jean-François ou toi, Antoine, voulez rajouter une dernière chose. Malheureusement pour Jean-François, donc il n'y aura pas la légende que le projet est parti après une soirée trop arrosée. Tant pis. Non. Bon, ça a été bien essayé, mais ça ne sera pas ça. Non, alors, je ne sais pas si par le passé c'était le cas à PrestaShop. Pour certains d'entre vous, vous en savez plus que moi. Mais non, on ne fait plus ça maintenant. On réfléchit, on fait des tableaux. Il n'y a plus de soirée arrosée. Faut venir chez FOP alors. On fait des bringues, c'est pas la question. Mais on ne prend pas des décisions à 2h du matin. Ça, on fait pas. Justement, si vous voulez faire des restos, des apéros et participer au projet, les adhésions pour FOP sont toujours ouvertes et il y a des magnifiques goodies à acheter également, des mugs, des polos, d'ailleurs, voilà, on les voit. Voilà. Et participer à plein de projets. C'est marrant, tout le monde remet sa petite poitrine en avant pour bien montrer le logo sur ça. Voilà, les super polos, il y a les mugs, il y a plein de choses. Tous les jours, hein, donc, ça fait 3 mois qu'on a le polo. Donc, Voilà, et que FOP a besoin de membres et qu'il y a de plus en plus de dynamique et bientôt un FOP Day. Voilà, le vendredi 8. Donc il faut réserver son vendredi 8 et c'est un vendredi, donc après on peut passer le week-end au Futuroscope. Précise, exactement. 8 de quel mois? 8 octobre. 8 octobre avec un week-end certainement Futuroscope et tout ça de prévu derrière. Donc il y a certainement une délégation toulousaine qui va y monter, c'est sûr. Ouais. Donc, on verra si on va pas louer un minibus pour ça. On risque d'être nombreux. Donc à voir, si jamais vous avez des gens qui sont vers Grenoble ou Lyon qui veulent venir, hein, moi de toute façon si je viens, j'ai une camionnette en l'occurrence, donc je peux les attraper et faire la route. Voilà. Écoute, moi je suis sur Lyon et en effet il est prévu que je vienne et c'est pas impossible que je vienne avec un développeur, donc écoute, on en reparlera Antoine, mais il y a peut-être moyen en effet de covoiturer. Voilà, toute l'actualité sur le site, sur le Slack de Friends of Presta. Ça marche. Bon, on va garder une de tes phrases de fin, Antoine. L'objectif de la fondation, c'est de faire du gagnant, gagnant, gagnant. Et écoute, compte sur nous aussi au sein de FOP pour contribuer à notre petit niveau. Mais en tout cas, voilà, tu as bien entendu qu'on est présent et tu le sais déjà de toute façon très bien. Donc, je pense que ça va bien En tout cas, ça bouge chez PrestaShop et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, ça fait plaisir parce qu'on entend encore malheureusement beaucoup de choses comme quoi PrestaShop c'est un truc ringard qui a loupé le coche, etc. Donc ça fait plaisir que ça bouge et qu'on aille justement vers autre chose que cette image-là. Et je pense qu'on va tous en profiter. Ah ouais, tu sais, je discutais avec une de mes amies qui bosse dans les logiciels pour le médical, les hôpitaux, les trucs comme ça. Et ouais, il y a ce côté un peu vieille techno, machin, vieux logiciel, vieilles interfaces. Mais n'empêche que ça fait le boulot, en fait. Moi, je sais pas, je suis pragmatique par rapport à ça, mais
c'est peut-être pas la dernière hype du dernier framework. Je veux dire, quelque part, si vous avez envie de bosser sur les toutes dernières technos et d'avoir le choix, rejoignez une startup, quoi, ou montez une startup. Vous partirez from scratch. Si vous avez envie de travailler pour des entreprises établies, sérieuses, etc., elles vont regarder des technologies qui sont matures, responsables, avec un écosystème pérenne. PrestaShop, c'est ça qu'on fournit, en fait. Donc, c'est peut-être pas la dernière techno de la mode qui tue, mais ça marche. Voilà, ça fait le boulot et ça marche. Allez, super mot de la fin. Merci à toi, Antoine. C'était un plaisir de te recevoir pour cette table ronde. J'espère que tu as apprécié aussi. Et merci, Olivier. Merci pour l'invitation. Merci Olivier, Vincent et Jean-François d'avoir un petit peu poussé tout ça aussi pour qu'on la fasse avant l'été, avant les vacances. C'était une bonne idée. Comme ça, les gens vont pouvoir regarder ça sur la plage, en replay. Ça va être très bien. Et puis, on se retrouve très vite, certainement, pour une prochaine table ronde. Il faut qu'on bosse ça entre nous, qu'on trouve des sujets un petit peu sympas. Et puis, sinon, on se retrouvera tous à Poitiers le 8 octobre pour le FOP Day. Ça marche. Merci à tous. À très vite. Bonne journée. Merci. Bye. Au revoir.